Bonjour très chers amis de Quelle Afrique, une vidéo promise depuis, une analyse promise depuis le week-end dernier, c'est celle-ci dont je vous demande de partager massivement. Je vous remercie en même temps, nous sommes passés de 15 500 à 16 500 abonnés, donc si chaque abonné fait abonner une personne, nous allons avoir le pari d'atteindre une trentaine de mille la semaine prochaine. Merci infiniment. Au moment où nous parlons, la guerre en République démocratique du Congo est en train de prendre une dimension sous-régionale qui va opposer d'une part la République démocratique du Congo, qui a son allié fidèle jusqu'à présent, le Burundi, et au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, les troupes, les mercenaires, comme je l'avais dit sur Radio Okapi, la radio des Nations Unies, il y a 48 heures, les troupes des mercenaires que paye le président Tshisekedi sont arrivés à Kinshasa, ont déployé à l'est du pays, du côté de Kisangani. D'autres sont au Burundi. Et ils vont donc aller sur le Kivu, sud et nord Kivu, afin d'attaquer le M23. D'autre part, l'armée rwandaise, vous avez vu que l'armée rwandaise venait de connaître une manifestation où vous avez des élèves qui ont été formés militairement, et une coïncidence en même temps au Rumangabo et d'autres sites des camps militaires de M23. On parle aussi de la fin de l'académie pour une session, une promotion militaire. Ce sont des fausses informations qui ont été juste un montage. Au fait, c'est le Rwanda qui envoie ses troupes en République démocratique du Congo pour renforcer le M23. Et donc, le Rwanda et l'Ouganda partagent les mêmes renseignements. Et donc, ce sont des bases arrières militaires qui appuient le mouvement politico-militaire, le M23, qui ont le contrôle du Nord et Sud Kivu, donc les chefs-lieux du Nord et Sud Kivu. Donc, il va y avoir une confrontation militaire au Nord et au Sud Kivu d'une plus grande envergure avec l'implication directe des États sous-régionaux, notamment le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Une situation qu'on pouvait éviter. Et personnellement, j'avais donné, depuis 2020, j'avais donné des stratégies, j'avais donné un plan de neutralisation du M23 et les plans étaient tout simplement rejetés. Et moi-même, j'ai été traqué. Il y a même des témoins. Et je vais vous donner ici même les documents, je veux dire secrets. Je sortirai un document pour que vous voyez que ce que je vous parle ici, c'est pas une vidéo, je veux dire, c'est pas une chaîne où vous attendrez de faire des publicités, des produits pharmaceutiques, de l'immobilier ou d'une société. Ici, du début à la fin, c'est brut, des questions stratégiques de la défense et sécurité de l'Afrique subsaharienne, notamment pour ce qui concerne la République démocratique du Congo. Stratégie que nous avons mise en place et donnée aux proches du président Tshisekedi qui ont rejeté. Le président Tshisekedi qui peine à élaborer une vraie doctrine des 2 SSD, c'est-à-dire la sûreté, la sécurité et la défense. Lorsqu'on parle de la défense, on voit l'armée. Lorsqu'on parle de la sécurité, on voit la police. Et lorsqu'on parle de la sûreté de l'État, on parle clairement des services, excusez-moi, des services de renseignement civils. Et j'avais même proposé, je vais commencer par certaines questions parce que là, il faut qu'on en apporte un petit peu plus de preuves pour que les gens comprennent ce qui se passe. Tshisekedi prend le pouvoir et ceux qui ont compris, c'est les Rwandais. Ils ont dit, nous avons commis une erreur de transmettre le pouvoir à cet homme-là. Cet homme-là va nous arracher le contrôle de la RDC. C'est ce qu'ils avaient compris parce que le Congolais, vous savez, le Congolais jubilait l'arrivée du président Tshisekedi par rapport aux atrocités que nous avons connues, n'oublions pas, du régime de l'ancien président Joseph Kabila. Et donc, le premier renseignement que j'avais, et que j'ai discuté avec la sécurité intérieure du président, c'est que le Rwanda s'apprête à lancer une attaque généralisée, mais qui est juste avec l'objectif de prendre juste le 2 Kivu. Mais à l'époque, personne ne pouvait m'écouter parce que Kinshasa était en alliance économique, partenariat économique, échanges diplomatiques cordiaux avec le Rwanda. Et même moi-même, j'ai été même traqué pour avoir pris position
contre cette alliance-là à cette époque. La deuxième information que j'avais, c'est au niveau de recherche universitaire. Le professeur No qui est à Oxford, qui donne aussi à Louvain, avec le professeur liégeois. Le professeur No donne le cours de stratégie et sécurité internationale. Le professeur liégeois ici en Belgique, à l'USL Louvain, donne le cours de géopolitique. C'est un expert international. Et l'un et l'autre ont confirmé que si la communauté internationale peut perdre contrôle sur le Sahel, à l'époque, il n'y avait pas encore le coup d'État qu'il y a au Sahel. Et je me pose des questions, comment ils le savaient? Ils entrevoyaient cela. Si la communauté internationale peut perdre le contrôle du Sahel, les grandes puissances occidentales ne perdront pas contrôle de la RDC et de la région des Grands Lacs, parce que toute la confrontation, l'avenir de l'Europe, est basé sur le contrôle des minerais qu'il y a en République démocratique du Congo. Que s'ils laissent la Chine, fini, les pays occidentaux vont ramper pour venir. Alors, ces deux informations que j'avais, avec beaucoup de précision, m'ont mis la puce à l'oreille. Et j'ai dit, je tourne patriotiquement vers les dirigeants de mon pays, afin que nous mettions en place des stratégies. Première des choses, j'avais donné certaines informations. La première information que j'avais donnée, j'ai dit que Kinshasa doit ouvrir l'œil sur plus de 200 km que nous avons sur le fleuve Congo, que nous ne contrôlons pas. Et il va y avoir des problèmes dans cette région vers la route de Bandundu. Pourquoi? Parce que les Congolais sont amnésiques. Une centaine de gens qui sont venus de l'Est, avec des vaches, ont disparu à moins de 150 km 200-150 km de Kinshasa. Et eux et leurs vaches. Aucun Congolais n'en tenait plus compte. Vous vous rappelez? Ceux qui sont arrivés avec les éleveurs qui sont arrivés avec ces vaches-là? On disait que ce sont des Mbororo, mais non. C'était des unités spéciales. C'est un commando qui arrivait aux portes de Kinshasa. Et quelque part, mois après, il y a une petite rébellion, des affrontements entre les communautés qui s'entretuent du type au Rwanda avec des machettes qu'on ne comprenait plus. La même méthode que l'on ne voyait pas au Congo, surtout sur cette partie de Bandundu, on connaît les compatriotes de Bandundu qui sont très pacifiques, on commençait à s'entretuer à la machette. Je suis monté au créneau et j'avais donné des informations longtemps avant. Découvrons dans une vidéo, ça c'est une preuve. Alors cette vidéo a été tournée quand? Je l'ai tournée le 21 avril 2020. Écoutez ce que je disais. Éventuelle attaque qui viendrait déstabiliser les institutions de l'État. Je ne rentre pas en détail. Un autre élément important, c'est donner les moyens qu'il faut aux forces navales qui contrôlent notre fleuve jusque dans les 150 km. Parce que de l'autre côté, à plus de 100 km, se trouvent des camps militaires que l'inspecteur général des FARDC ne contrôle pas. Je parle des camps militaires qui se trouvent à Mbankana, je parle des camps militaires qui se trouvent à Doumi, mais je parle plus du camp militaire qui se trouve à la descente de la rivière Lofimi. La rivière Lofimi se trouvera à plus de 100 km, je n'ai pas de précision. Et c'est à droite qu'il y a un camp qu'on appelle le camp PEM. Camp PEMA, PEMA comme respiration en lingala. Il n'y a personne qui contrôle ces camps-là. Au fait, ces camps-là, quand vous allez vers le Bandundu, c'est un camp qui se trouve à droite. La population qui est là sait que c'est un camp militaire. Mais en réalité, ce sont des éleveurs rwandais qui sont arrivés, qui se trouvent dans ces camps-là, et en Bankana, et au niveau de l'Ofimi, dans le camp PEMA. Et à la droite, ce sont des gens qui font des exercices parce que quand vous allez vers Bandundu, c'est à droite. Et ils font des exercices jusqu'à Kingakati, parce que c'est la droite. Kingakati se trouve à droite. Et ce sont des unités qu'aujourd'hui, John Numbi ne peut pas nous dire qu'il contrôle. Ce sont des unités contrôlées par Joseph Kabila. Joseph Kabila, au regard de la loi portant statut des anciens chefs d'État, il ne peut pas détenir des camps militaires, des milliers de soldats, une logistique comme ça. En même temps, Monsieur le Président, c'est déclencher une opération de contrôle physique au sein de l'armée. Que l'on sache qui est qui. Et nous avons combien de camps à Kinshasa, du Bas-Congo de Kitona jusqu'à Bukangalonzo, jusqu'à Mbankana. Savoir, nous avons combien de camps militaires, quels sont les militaires qui sont là, quelles sont ces unités, quel type d'armes ils ont.
et quelle tranche d'âge qu'il y a, femmes et hommes, pour que nous sachions comment demain organiser notre armée. Voilà. J'ai parlé de la force navale, j'ai parlé et aussi de la prison de Makala, mais je voudrais conclure. Voilà. J'avais ces informations, mais de plus en plus, à travers mes collègues, il y en a qui sont au sein du service de renseignement au Congo, il y en a qui sont ici en Europe, mes autres collègues qui sont des services de renseignement internationaux, nous avons groupé les informations et les taux se resserraient sur Kinshasa et sur le président de la République. Alors, il y a eu, patriotiquement, un Congolais qui travaillait, qui lui était coordonnateur de la sécurité interne du président de la République. Et nous nous sommes retrouvés autour d'un général, ici en Belgique, et nous avons discuté. Le général lui a dit, mais Timothée a beaucoup d'informations. Oh, il a dit, non, 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 nous le suivons religieusement, même s'il a certaines positions radicales, mais il a des informations assez fiables. Oui, il faut venir au pays. J'ai dit, non, non, mais je ne peux pas venir comme ça au pays. Vous devez m'envoyer une invitation pour que je vienne légalement, en toute légalité, et que nous ayons des séances de travail, et que je vous présente le plan stratégique que j'ai pour la neutralisation du M23. On va minimiser les dégâts, et dans 100 jours, on aura fini. Il était étonné. Ah, c'est prétentieux. Je dis non, non, non. Aujourd'hui, on ne déplace plus des troupes, des centaines de troupes. Nous pouvons, oui, déplacer des troupes. Et j'ai mis les stratégies. Et il dit non, non, non. Alors, s'il en est ainsi, vous venez à Kinshasa. Je vais vous montrer, hein, parce que j'aimerais être factuel. Alors, vous allez chacun zoomer cette partie-là. Mais je vais vous lire la lettre. République démocratique du Congo, présidence de la République. Kinshasa, le 1er novembre 2020. 1er novembre 2020. Cabinet du chef de l'État, coordination de la sécurité interne, numéro 115. Invitation. J'ai sous-signé Dr André Didier Baito Pala Mafuta, coordonnateur de la sécurité interne du chef de l'État, atteste avoir donné rendez-vous à M. Tchaoumbo Choucha Timothée, résident en Belgique, à se rendre à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour consultation. En foi de quoi cette invitation lui est délivrée pour servir et faire valoir ses quêtes de droit. Voilà. Avec mon aîné, Baito Pala, nous avons eu des échanges intenses. Ici en Belgique, je lui avais montré ce que je vais vous dire tout à l'heure, le chrono des activités. Quand je suis arrivé à Kinshasa, il me disait, attendez, on va se rencontrer. Et puis, immédiatement après, c'est Jacques Tshisekedi. Il y a eu remaniement, Kamere commençait à comparaître, il y a eu chamboulement au cabinet du chef de l'État, en même temps, Covid, encore des restrictions, vous vous rappelez bien, 2020, nous sommes au mois de novembre. Et Jacques Tshisekedi prend fonction, et je prends langue avec Jacques Tshisekedi au téléphone, il me dit, ben, je viens d'arriver, parce qu'à cette époque, lui, il était coordonnateur de la, comment on appelle, l'immigration, Direction Générale de Migration, la DGM. Timothée, on va échanger, Didier m'a donné les informations, tu es là, donc on va travailler. Jusqu'à ce qu'il ne m'a pas reçu jusqu'au moment où je vous parle. Au contraire, je commençais à être traqué, parce que je suis passé à la télévision. Je vais vous montrer encore une vidéo et je m'arrête là. Et je vais venir ensuite vous montrer. Maintenant, j'étais seul contre tout le monde à Kinshasa. Je suis passé à Télé 50. La plus belle télévision à Kinshasa, il faut le dire jusqu'à présent. Et je suis monté au créneau pour avertir, parce qu'à ce moment-là, et cette vidéo c'était le 27 mai 2022. Nous sommes, on quitté 2020, 2021, j'étais toujours entre Bruxelles et Kinshasa pour les tractations. 2022, je fais une succession d'apparitions à Kinshasa à la télévision. Je dis pour que je sois vu et que je prenne la communauté nationale, l'opinion du peuple congolais à témoin sur ce que le gouvernement congolais est en train de faire. De trahir le peuple congolais. Est-ce que, Timothée, tu l'as dit vraiment à Kinshasa? Oui, je l'ai dit sur Télé 50 et regarde. Regardez ce que je disais. Mais
le Rwanda n'attend pas de cette oreille parce qu'il faut stigmatiser l'attitude expansionniste et hégémonique du Rwanda. Le président de la République a amorcé aussi le volet politique parce qu'aujourd'hui à Nairobi, le gouvernement se Rwanda. Qu'aujourd'hui, de façon récurrente, nous avons été à l'opposition. Le gouvernement se trouve autour de la table avec les groupes armés. Mais la question est simple. Lorsque vous êtes agressé, nous avons été à l'opposition avec le président Tshisekedi. Nous avons lutté, et je me rappelle le président national Etienne Tshisekedi à l'époque stigmatisait aussi cette attitude du Rwanda. Qu'aujourd'hui, de façon récurrente, nos forces armées que nous payons, parce que c'est les contribuables congolais qui payent l'armée, qui payent le ministre, qui payent nos officiers, nos militaires de façon répétitive mettent la main sur les éléments de RDF, Rwanda Defense Force. J'ouvre une petite parenthèse, parce que les gens ne comprennent pas la symbolique qu'il y a. Crispin, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'un militaire doit porter sa tenue avec les couleurs de son pays? C'est de la réglementation, c'est de la loi. Il y a une loi organique qui organise les forces armées de chaque pays. Lorsque vous tenez un point de presse, que vous avez autant de journalistes, comment je saurais que Crispin est de Télé 50? C'est par votre tenue. Vous avez des couleurs de Télé 50. Et lorsque notre armée, aux opérations au Nord Kivu, dans un cas d'état de siège, ordonné par le président de la République, qui en est commandant, notre armée met la main sur les éléments rwandais. Et vous avez des effets militaires rwandais. Et que notre gouvernement à Kinshasa parle des soupçons, le ministre Mouyaya a fait la haute trahison. Je soutiens le président de la République, mais lorsqu'il s'agit de la souveraineté de ce pays-là, de Lumumba, de Kassavubu, je ne mâche pas les mots. On ne doit pas avoir au gouvernement des gens qui ont peur du Rwanda. Nous sommes agressés, point barre. Vous avez balancé avec beaucoup de peine les images ici des enfants qui, à l'âge de 5 ans, deviennent parents de leurs propres petits frères. Est-ce que vous pouvez vous faire une carte mentale? Vous pouvez vous faire une carte mentale de ça? Casé à 0 heure, qui est bombardement, et que cet enfant ne retrouve plus ses parents, et immédiatement il développe l'instinct des parents. Que le ministre que nous payons, que les officiers que nous payons aient peur de citer, alors que même la MONUSCO atteste ostensiblement que la logistique qu'ils ont vue en face ne parlait plus du M23. La logistique qui est en face, c'est la logistique neuve, du matériel militaire neuf. Et pour votre information, à l'époque, je voyais le duo Général Olenga et Général Etumba. Général Olenga était aux opérations, commandant des opérations dans le Nord Kivu. Et le Général Etumba était au renseignement. Lorsqu'il y a un cas d'agression de cette nature, on consulte les aînés qui ont excellé. Général Etumba est ici. Général Olenga est ici. On peut les approcher, ce ne sont pas des ennemis. C'était le meilleur de nos hommes. Ils peuvent avoir leurs défauts, c'est des humains. Mais il faut les consulter. Lorsque vous voyez, il y a des attentats en France, en Belgique, le président Macron. Voilà. Voilà ce que j'avais dit à Kinshasa. Je suis monté au front tout seul. Mes chers compatriotes, chers amis de Quelle Afrique, j'ai été traqué. J'ai changé d'hôtel. Moi-même, je payais l'hôtel. Mon séjour, je payais. J'ai été traqué jusqu'à ce que j'ai pris l'avion, suis rentré en Belgique. Qu'est-ce que j'avais proposé? Premier élément, le renseignement. Nous devions éclater la stratégie des AAG, autres agences gouvernementales. Parce qu'il y avait beaucoup d'infiltrés, il y a jusqu'à présent au sein de l'ANR, et même au niveau du CNS. Ce qui fait que Conseil national de sécurité, l'ANR, c'est Agence nationale de renseignement. Donc, j'explique comme ça pour les amis qui ne sont pas congolais. Et j'ai dit, nous allons éclater les services de renseignement dans ce qu'on appelle les AAG. Est-ce que vous connaissez les services de renseignement chinois? Non. Mais ça peut être tous les corps médicaux. Les médecins, on va recruter une centaine de médecins. Les médecins ont leur système de contrôle de territoire avec des zones de santé.
Et ceux qui sont au nord-sud Kivu, dans le territoire sous contrôle, à l'époque, le M23 n'était que à Bunagana. Ils avançaient vers Rutshuru parce qu'ils ont attaqué les FARDC lorsque l'Ouganda a cédé une partie du territoire. Le M23 attaqué par le dos. Et j'ai proposé ces plans pour dire, en 2022, je dis, allons-y vite, vite. Nous allons avoir des renseignements sur le site, mais nous allons louer, si nous ne savons pas acheter immédiatement des satellites, nous pouvons louer des satellites russes ou chinois pour localiser avec précision. Nous pouvons acheter quelques drones, et j'avais donné même le prix des drones à l'époque. L'Iran commençait à produire ces drones Shahed, mais il y a aussi des drones type chinois qui sont des drones très efficaces, qui vont non seulement prendre les repères, c'est pour ça que j'ai parlé de la stratégie des armes de 3D. Vous avez des détections, une arme qui peut détecter, intercepter et se déporter et détruire. Nous allons acheter une centaine, et docteur Baito Pala, des très très bonnes fois. Mais dit Timothée, mais est-ce qu'on aura des moyens? Je lui dis, mais le RAM, l'argent qu'on récolte dans $1 que l'on prend dans les crédits de télécommunications que les Congolais sont en train de prendre, comme ce n'est pas une taxe ni des impôts, donc on ne sait pas là où cet argent va, mais nous pouvons avoir 200-300 millions, nous allons acheter autant de drones, nous pouvons louer des satellites et même acheter des satellites, nous-mêmes, le mettre sous orbite, afin que nous puissions contrôler, 1, la gestion de données, les data, 2, avoir la cartographie réelle des centres militaires du M23, et là où se trouvent les civils, parce qu'on va voir tous les mouvements, on va zoomer pour voir à peu près les villages, où se trouvent les civils, mais aussi les camps d'entraînement du M23. Et lorsque nous aurons rassemblé ce matériel, nous mettrons alors des troupes, et j'avais donné une deuxième stratégie, que l'on puisse aménager l'aéroport de Lodja, l'aéroport de Kindu, l'aéroport de Kisangani, parce que pour moi, j'avais des informations précises que pendant que le président Tshisekedi traite avec des sociétés militaires privées qui viennent d'Israël, de la Roumanie et actuellement des États-Unis, le Rwanda traite avec l'État français, avec l'État israélien, et les Rwandais achètent des camions anti-missiles. Alors, j'ai montré l'avantage lorsque vous tirez un missile contre un drone qu'on aura acheté à 20 000 ou 50 000, mais un missile coûte $1 million. Avec son camion dispositif, ça coûte environ 500 000 $. Donc, le Rwanda ne saura pas utiliser 20 missiles. Si nous avons acheté 4 000 drones et que le Rwanda détruise 20 drones sur les 4 000 ou les 40 000 qu'on aura achetés, nous allons venir au bout de M23 parce que lorsque nous aurons identifié leur corps militaire, nos drones vont systématiquement les bombarder. Et nos troupes vont avancer à terre, donc les fantassins avancent. Après bombardement intense, ça se fera matin, midi, soir, nuit et jour. Nous aurons fini avec le M23. La stratégie aurait pris tout simplement 3 mois de bombardement intense. Le M23 serait totalement neutralisé. Et sur le terrain, et nous étions dans le périmètre d'environ 200 à 300 km². Le M23 n'était pas encore à Goma. Le M23 n'était pas encore à Bukavu. Les plans que vous voyez ici, avec mon invitation, avec toutes les émissions que j'ai passées, je suis allé affronter les réalités. Parce qu'au moment où je prenais ces paroles, je passais à la télévision, mais la RDC était en alliance militaire avec le Rwanda. Je veux dire, en coopération économique avec le Rwanda. L'avion rwandais atterrissait encore à Kinshasa à 14 h et à 2 h du matin. Le Rwandais était en coopération économique sur l'exploitation de l'or au Nord Kivu, etc. Alors, j'ai posé la question à la télévision, pourquoi est-ce que nous sommes en alliance économique, en partenariat économique, en partenariat logistique avec le Rwanda, qui soutient, les Nations Unies le disent, qui soutient le groupe armé qui nous fait la guerre. Nous sommes en train de financer notre propre guerre. On est en train de financer ceux qui tuent nos enfants, nos femmes, nos mères, nos parents, nos frères et sœurs. Et c'est après que vous avez vu, quand je suis monté au créneau plusieurs fois à Kinshasa, à la télé, à travers mes vidéos, on a coupé Rwandair, on a coupé la coopération avec le Rwanda. Et j'ai élaboré un document
que j'avais donné à Claude Ibalanki, et après il ne m'a plus reçu. Claude Ibalanki était conseiller du président, coordonnateur de mécanismes de suivi des accords régionaux. Je lui ai dit, il faut qu'on construise, nous, le narratif est contraire au celui du Rwanda. Lorsque le Rwanda parle de venir en RDC avec le M23 pour soutenir, entre guillemets, les Banyamulenge et les Tutsis, nous devons aller au Rwanda aussi protéger les Tutsis congolais, les Hutus congolais et les Pygmées congolais qui se trouvent au Rwanda. Parce que nous avons des réfugiés là-bas. Pour rentrer dans la rhétorique de Kagame, lorsqu'il parle du FDLR, il faut dire que le M23 occupe les territoires où se trouve le FDLR et que donc c'est au M23 de démanteler. Il ne faut pas qu'on tombe dans le piège du mensonge du Rwanda. Et de demander au Rwanda de faire le distinguo entre les membres du FDLR, Force démocratique pour la libération du Rwanda, qui ont commis des génocides, et leurs enfants. On ne peut pas dire aujourd'hui que tous les Allemands étaient des nazis. Non, ceux qui étaient des nazis, on la centaine aujourd'hui, il y en a qui ont disparu, etc. Ceux qui ont commis les génocides au Rwanda, il y en a qui ont 80 ans aujourd'hui, 70 ans, etc. Leurs enfants de 30 ans ne peuvent pas subir la colère du Rwanda, c'est des Rwandais. Donc on doit rapatrier les Hutus au Rwanda pour qu'il y ait un dialogue au Rwanda afin que le Rwanda ne trouve plus le prétexte. Mais quand je disais, je prenais parole, j'étais seul. J'étais seul à Kinshasa contre tout le monde. J'ai des gens que je peux prendre à témoin. Je dis, lorsque nous construisons un narratif de cette nature, nous éviterons de signer certains documents. Mais entre-temps, l'ancien vice-premier ministre, Christophe Lutundula, a signé le plan de neutralisation du FDLR. Comme si le FDLR représentait une menace contre le Rwanda ou un blocage. Le FDLR a été, ces éléments ont été rapatriés plusieurs fois. Et depuis que ces Hutus sont en République démocratique du Congo, ils n'ont jamais jeté même une grenade contre le Rwanda. Et nous avons eu plusieurs fois, la RDC sous Joseph Kabila avait eu des opérations conjointes, des opérations militaires conjointes entre l'armée rwandaise et l'armée de la République démocratique du Congo pour neutraliser justement le FDLR. Donc les éléments auteurs du génocide sont des petits groupes résiduels qui ne constituent plus de menace. Encore que la RDC ne contrôle pas les territoires où il se trouve, sur l'M23 qui se trouve dans ces territoires-là. Et il faut attirer l'attention de l'ensemble de la communauté onusienne, nous tous qui faisons membres des Nations Unies, pour leur dire, ce ne sont pas tous les Hutus qui sont génocidaires. Parce que là, on est en train de provoquer les génocides des Hutus en République démocratique du Congo, de tuer les enfants, parce que ça fait plus de 30 ans qu'il y a eu génocide au Rwanda. Donc les enfants qui sont aujourd'hui dans le Kivu, les enfants Hutus nés de ces Rwandais réfugiés, ne sont pas, eux, des génocidaires. Et j'avais construit ces narratifs pour que celui qui sera ministre des Affaires étrangères puisse s'approprier de ces narratifs afin de contrer les faux arguments du Rwanda. Et en même temps, le président Tshisekedi devait, le moment venu, savoir tirer autour de la table, et il a commencé à le faire à Nairobi, d'appeler tous les groupes armés, parce qu'il n'y a pas que le M23. Nous avons environ une centaine de groupes armés. Donc il faut trouver solution de façon holistique, globale, afin que de façon interne, on puisse avoir un dialogue avec tous ces groupes armés pour qu'une fois pour toutes, pendant que les stratégies, l'on mette en place des stratégies de l'élaboration de la doctrine de notre armée, de la philosophie de notre armée, que l'on mette en place une armée dissuasive, équipée, moderne et professionnelle, mais de l'autre côté, qu'il y ait un processus de parler avec les compatriotes qui contrôlent certains pans de territoire, qui sont les chefs de groupes d'armée, qui sont les Congolais, les approcher pour dire, mes chers compatriotes, maintenant, c'est fini la guerre, vous déposez les armes, venez poser vos problèmes. Parce que le problème, c'est qu'il y aura toujours ces petits groupes armés s'il n'y a pas un vrai processus et un vrai pouvoir qui est visionnaire, qui est puissant à Kinshasa. Parce que ces groupes armés qui sont dans les mines, ils creusent l'or, les coltans, il y en a qui sont dans les cacao, etc., dans les bois, dans les commerces, il y en a qui contrôlent les pans entiers des frontières, donc ils sont dans des douanes. Les chefs de guerre, un général autoproclamé, un colonel autoproclamé, ou même qui ont fait désertion de l'armée nationale, ils contrôlent, ils ont des territoires, ils prélèvent des taxes. Le processus d'intégration, de rentrer dans l'armée nationale, ils trouvaient ça, il ne saura pas, il gérait chaque jour 30 000 $, 50 000 $, dans un mois, il peut avoir $1 million. Comment il va rentrer dans l'armée nationale où un général va être payé 500 $ ou 1000 $? Il va préférer demeurer chef d'un groupe
militaire. Mais pour que ça soit attractif, on doit élever le niveau du militaire. Et j'avais proposé à l'époque que le caporal qui est recruté dans l'armée, qui vient de terminer son école, puisse, soldat de rang, puisse toucher entre 500 et 1000 $. Il y avait de l'argent pour ça. J'avais monté les stratégies pour qu'on trouve de l'argent dans ce qu'on appelle le RAM. Et j'ai tenté de voir Jean-Marc Aboun, qui ne m'a jamais reçu. Pourtant, j'ai été avec le professeur Lohoho, son directeur de cabinet, au siège de l'UDPS. Je cite des noms. Et j'ai été voir l'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui m'a reçu. Daniel Asselo m'a reçu plusieurs fois chez lui et en sa résidence. Et après, Daniel Asselo a été relevé de ses fonctions. Donc, le nouveau ministre qui est venu, Peter Kazadi, m'a clairement fait savoir, par des services interposés, poser la question à Chidibi. Mais ce maître Chidibi, qui était le directeur de cabinet de Daniel Asselo, a été, je crois, reconduit directeur de cabinet de Peter Kazadi. Et je suis resté en contact avec lui jusqu'à ce que la lettre de fait non-recevoir. Donc, toutes mes stratégies, je suis resté avec, j'ai mis dans ma poche. J'ai pris l'avion pour entrer en Belgique. Aux dernières nouvelles, les informations font état du président Tshisekedi qui voudrait toujours maintenir l'état de siège afin de provoquer la sortie massive de fonds de millions de dollars dans une procédure d'urgence qui ne suit pas le mécanisme de sortie de décaissement de l'argent. Parce qu'il s'agissait de secret défense. Et l'argent, l'ancien ministre des Finances, l'argentier Nicolas Kazagadi, l'argent, on se le partage, on se le partage. C'est ainsi que vous voyez les jeunes frères du président, les jeunes sœurs du président, c'est eux qui étaient chargés d'acheter les tenues militaires et les tenues policières. Et l'argent se partageait comme ça, jusqu'à ce qu'il y a une qui a pris le marché sous l'impression des bulletins scolaires. Et on a eu l'année scolaire 2024-2025, nos enfants, pour la première fois, n'ont pas eu de bulletins. Et deuxièmement, le président Tshisekedi profite de ce côté, de ce gouffre financier que représente l'état de siège, mais aussi, et surtout, il voudrait se servir du M23 pour qu'arriver à terme de son mandat, il puisse accepter de venir à la table de négociation afin de prolonger son mandat par un glissement, un peu comme Joseph Kabila l'a fait, se basant sur une jurisprudence entre 2016-2018 qui disait, article 70 de la Constitution a été interprété par la Cour constitutionnelle, que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Donc si en 2027-28 nous allons aux négociations, le président Tshisekedi restera en fonction jusqu'à ce que la transition de 3 ans ou 4 ans ou 5 ans passe et qu'il y ait organisation des élections pour que Tshisekedi soit remplacé par le nouveau président élu. Mais si par hasard, Tshisekedi vient de gagner la guerre au Kivu, ce qui ne sera pas le cas, parce qu'il y aura des affrontements entre 3 pays, 6 pays en général, le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya contre la République démocratique du Congo et le Burundi, peut-être avec l'Angola, mais le président Tshisekedi, avec le Soudan du Sud, l'Angola n'entrera pas parce que le président Tshisekedi a déçu beaucoup de chefs d'État. Attention, dans la stratégie que j'avais donnée aux officiels de Kinshasa, j'avais attiré l'attention sur la coopération militaire qu'il y a entre Kigali et la Centrafrique. Toute la garde est rapprochée du président Archange Touadéra. Ce sont des unités spéciales qui viennent du Rwanda. Et les chargés des renseignements du Rwanda est allé plusieurs fois, il va plusieurs fois là-bas, et s'occuperait d'activer un groupe militaire qui se trouve dans la frontière avec la RDC, les Seleka ou les Anti-Balaka, où on pourra voir un autre front qui rentre par là et qui va aller avec le Mbororo, donner un petit peu au bas et au Touélé, frontière avec le Soudan, le Tchad, un petit peu avec la Centrafrique, par l'Équateur, donner coup de main à Corneille Nangaa. Voilà mon plan de neutralisation du M23 que j'avais proposé aux dirigeants congolais qui l'ont refusé parce qu'à l'époque, ils étaient en alliance, en coopération avec le Rwanda. Le problème des grands esprits, c'est d'être toujours mal compris ou compris en retard. Aujourd'hui, c'est Mouyaya qui devient le champion de l'agression, c'est Tshisekedi qui devient le champion de l'agression. Vous avez vu avec preuve à l'appui comment je m'étais investi plusieurs fois
pour que nous puissions neutraliser en 100 jours, pendant que le M23 était encore loin, Bunagana et quelques territoires, des centaines de kilomètres seulement, nous pouvions à l'époque neutraliser le M23 sans nécessairement qu'il y ait des gros dégâts comme ceux que nous avons connus, entre 5 et 10 000 personnes qui ont été tuées dans la prise de Goma, mais aussi la prise de Bukavu. Et là encore, ça sent la poudre parce que les armées commencent à s'amasser, Burundi, Rwanda, Ouganda, vers la RDC. Et tout se passera, ces affrontements passeront au Kivu, malheureusement. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de partager. Je vous remercie. Vous avez partagé massivement ma vidéo précédente. Et vous avez été très, très nombreux à vous abonner. Je vous conseille de le faire. Oui, nous avons une chaîne de télévision, je sais qu'il ne fait pas de publicité. Et donc, si les 16 000, nous sommes passés de 15 000 à 16 500. Donc, si chacun d'entre vous fait abonner une personne, le challenge, en une semaine, nous passerons directement à une trentaine d'abonnés pour que notre message arrive le plus haut possible. Prochaine vidéo, je pourrais vous parler de Joseph Kabila, parce qu'il a été condamné. Quelles sont les fautes commises par Joseph Kabila? Mais aussi, quels sont les points forts de Joseph Kabila? Mesdames, Messieurs, rendez-vous au prochain numéro.